Est-ce que je peux poser une question? C'est mal poli, hein, le président quand même, c'est pas normal. Mais bon, allez, je profite, tant pis. J'avais une petite question, Laurent. La pensée de Meng Shaoran. Meng Shaoran. Merci. Mais Meng, ça suffit. Meng, ça suffit. Bon. Qui bon, avait cette théorie, cette sensibilité sur de la cause animale. Finalement, ce qui est curieux, dans la période des kings, hein, c'est ça, hein, C'est ça. ce qui est curieux, il n'y a pas eu beaucoup d'ailleurs d'empereurs kings, ils étaient que 12 au total sur 260 années. Bon. Et les plus prestigieux, Kangxi et Qianlong, qui ont régné chacun plus de 60 ans, enfin, il n'a pas voulu dépasser l'autre par humilité, démissionner avant. Alors, ce qui est curieux, c'est que cette pensée-là n'a pas pénétré les empereurs Qing qui aimaient beaucoup la chasse, qui massacraient à tout va la biodiversité au sud de la Sibérie, alors qu'ils c'était des empereurs relativement tolérants quand même, hein, puisque bon, faut pas oublier qu'ils ont accepté le christianisme pour Kangxi, ils ont accepté d'autres religions musulmanes. Et là, c'est curieux, comment est-ce que vous l'expliquez? Bon, comme d'habitude, les prophètes ne sont pas donc considérés dans leur propre patrie, mais en dehors de ça, c'était un penseur assez important, non, Meng? Alors, il n'a pas été, à ma connaissance, aussi important que d'autres. Et en effet, ça pose la question parce que ça touche à des habitudes très ancrées, oui, en fait, du quotidien. L'alimentation, ce dont on se nourrit, c'est quelque chose de très intime. Et souvent, voilà, on a un idéal de bienveillance, on a un idéal religieux, et le plus souvent, même si on ne va pas forcément, on va dire, remettre en question cette philosophie-là, on ne va pas forcément se l'appliquer à nous-mêmes. Oui. Et c'est une des raisons par exemple, qui, dans le bouddhisme, on a des règles donc monacales. Lorsque l'on veut devenir moine dans le bouddhisme, on fait vœu donc on fait vœu de chasteté, on fait vœu de pauvreté, et on fait vœu aussi de ne pas tuer les êtres vivants. Donc on est végétarien par définition. Pour les laïcs, ce genre de règles ne s'applique pas. Or, Meng Shaoran, lui, il encourage aussi des personnes qui ne sont pas religieuses, qui ne sont pas forcément investies dans des pratiques spirituelles au quotidien. Il encourage à s'abstenir de manger des animaux. Et donc, c'est pas forcément, on va dire, des propositions très populaires, on va dire. Donc, ça demande un effort. Ça demande aussi un certain nombre de sacrifices personnels. Voilà, il faut pouvoir le faire. Et donc, ce ne sont pas des textes qui ont eu forcément un très très grand succès en leur temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que la rétribution des actes est un point important, puisque pour encourager davantage, il dit si vous ne le faites pas, il risque de vous arriver des choses fâcheuses. Et donc c'est une sorte de motivation en quelque sorte qu'il donne aux personnes pour pouvoir passer le cap en fait, d'arrêter de manger de la viande. Après, est-ce que lui le suivait, est-ce que Meng Shaoran suivait ce qu'il propose de faire, voilà, à voir après. Merci. Il est évident que nous, dans le monde occidental, on est sensible à ce sujet, parce qu'on en parle beaucoup. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, sachant que les Chinois mangent de tout et n'importe quoi, comment ils ont évolué avec les siècles?
Alors, comment dire alors non, les Chinois ne mangent pas de tout et n'importe quoi, en fait. C'est plutôt un cliché que l'on a. Alors c'est vrai que dans le sud, du côté de la région de Canton, on peut trouver souvent sur les étalages des marchés un certain nombre d'animaux qui sont des chiens, des chats, des choses comme ça. Mais en tout cas, non, les Chinois ne mangent pas de tout et n'importe quoi. Par contre, le rapport, je dirais, à l'alimentation, il est très lié aussi à des questions qui sont des questions de santé, des questions d'hygiène aussi. On ne va pas consommer, par exemple, certaines viandes en certaines saisons ou en certains moments de la vie, etc., etc. Et le plus souvent, on tend à harmoniser, à équilibrer justement la cuisine pour faire en sorte qu'il n'y ait pas justement trop de viande dans la cuisine. Ensuite, il y a effectivement des pratiques un peu plus, je dirais, excentriques, où on va trouver, comme je le disais tout à l'heure, sur certains marchés, des animaux un peu exotiques ou des insectes. Mais ce n'est pas le quotidien. Ce n'est pas le quotidien. Moi qui ai passé du temps en Chine, j'ai jamais vu mes amis manger ce genre de choses en fait. J'ai jamais moi-même été invité à manger ce genre de choses. Donc voilà, on a souvent une image qui est un peu construite sur la Chine, et c'est souvent aussi les médias qui nous renvoient cette image sans nuance, sans recul. Pangolin. Pangolin. Oui, voilà, ou les pangolins, par exemple. J'avais jamais vu ça, moi, en Chine, par exemple. D'autres questions ? Alors, oui, il y a la tortue. Hop. Voilà, la tortue, me semble-t-il, était, surtout sa carapace était utilisée pour l'art divinatoire. Et c'était pas un animal sacré, donc on pouvait le consommer dans la Chine ancienne. Alors en effet, Meng Shaojian, il fait état, un inventaire en quelque sorte des animaux qu'il ne faut pas consommer, soit parce qu'ils sont utiles à l'homme, soit parce qu'ils sont effectivement sacrés. Et dont le serpent et la tortue. Effectivement, la tortue est, d'après les textes de Meng Shaojian, considérée comme un animal sacré. La tortue, et donc vous l'avez bien dit, les carapaces, en tout cas les carapaces de tortue, servaient à une écriture une forme d'écriture très ancienne qu'on appelle l'écriture Osekai, qui est l'ancêtre, on va dire, de l'écriture chinoise, qui était une écriture divinatoire. Donc effectivement, d'après certains textes, la tortue est donc considérée comme un animal sacré qu'il faut épargner, mais qui continue d'être consommé de manière, même aujourd'hui. Oui, pour ce qui est de la consommation de viande, à part la période des chasseurs-cueilleurs, où je suppose que celui qui tuait un gibier le mangeait, il n'allait pas le vendre au marché, donc on peut penser que toutes les civilisations à cette époque mangeaient en fonction de ce qu'elles cueillaient ou de ce qu'elles chassaient. Après, à partir du moment où on est rentré dans une période plus moderne, je pense que, et là ça doit être le cas, seules les classes supérieures devaient manger de la viande. Donc ce que vous nous expliquez là, ça concerne en Chine, même à cette époque-là, les classes supérieures. Parce qu'il y a encore aujourd'hui des peuples, moi j'en ai vu il n'y a pas encore très longtemps, des gens, notamment en Afrique, qui mangent de la viande moins de 2 fois par an. Donc on a l'impression que manger de la viande, ça fait partie des mœurs. Mais moi, je me dis que c'est un truc et on pourrait très bien se passer de viande aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense qu'il serait beaucoup plus facile aujourd'hui, alors il y aurait certainement des problèmes au niveau de la planète, de se passer de viande que de se passer d'informatique.
Ça, c'est Gérard, ça. Provocateur. Ah bah oui, je suis tout à fait d'accord. On peut tout à fait, on peut plus facilement se passer de l'informatique, ça c'est clair. Alors oui, effectivement, c'est surtout les classes les plus aisées, les catégories sociales les plus aisées de la société qui avaient accès effectivement à une alimentation carnée. Et donc c'est pour cela d'ailleurs que certains ermites taoïstes voulaient se distinguer de ces catégories sociales-là les plus aisées, considérées comme étant les tyrans de la société, qui étaient égarés dans une civilisation trop matérielle, et c'était donc des gros mangeurs de viande, et donc pour s'en distinguer, eux disaient qu'ils purifiaient leur corps et pratiquaient l'ascèse. Et donc effectivement, la viande n'a pas toujours été quelque chose d'accessible à tout le monde. Et que ce soit pour des raisons économiques ou pour des raisons sociales ou pour des raisons, je dirais même d'habitude alimentaire aussi, et de région aussi. Dans des régions où on pouvait facilement cultiver, pratiquer l'agriculture par exemple. Cela dit, dans des régions, en Chine du Nord notamment, ou dans des régions steppiques, dans les steppes, où jusqu'à il n'y a pas si longtemps on pratiquait un mode de vie semi-nomade, il fallait se déplacer donc avec ces animaux. On ne pouvait pas forcément cultiver et s'installer durablement, se fixer en tout cas durablement à un endroit, et donc il fallait se nourrir essentiellement des animaux avec lesquels on se déplaçait, le mouton notamment. C'est toujours le cas d'ailleurs dans un certain nombre de communautés en Mongolie intérieure ou en Mongolie. Et donc là, la consommation de viande, elle est beaucoup plus importante que la consommation évidemment de légumes qui ne poussent pas dans ces régions steppiques ou désertiques. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans mon exposé que certes on peut se passer de viande, mais pas partout. Dans les régions d'altitude, par exemple, dans les régions himalayennes, on ne peut pas forcément se passer de yak. On mange la viande de yak, on boit le lait de yak, et on s'habille avec des fourrures de yak. Donc en fait, l'animal est dans certaines régions du monde encore indispensable à la survie de l'homme, tout simplement. Et la question qui sous-tend en fait toute cette littérature-là, et concerne plutôt les individus qui peuvent s'en passer et qui vivent dans des communautés, dans des environnements où manger de la viande n'est plus nécessaire, que ce soit aux époques très anciennes ou plus actuelles de la nôtre, plus proches de la nôtre. J'aurais une petite question. Puisque vous avez vécu longtemps en Chine, alors c'est pas tout à fait l'objet de la conférence, mais qu'en est-il de cette mentalité vis-à-vis de la souffrance animale ou de la consommation de viande aujourd'hui? Oui. Alors c'est, on peut dire, une prolongation de votre intervention, mais enfin bon, ce serait intéressant. Merci. Oui, merci pour votre question. Alors tout à fait, c'est très intéressant. Alors j'ai pas enquêté ou fait des travaux de recherche à proprement parler sur cette question-là, mais la question de l'éthique animale, elle se manifeste au travers de nouvelles initiatives associatives. On a des jeunes notamment qui commencent à se poser cette question-là. Donc tout à l'heure je parlais du mouvement vegan par exemple. Le véganisme en Chine commence à prendre de l'ampleur, surtout dans les grandes villes. Mais on a aussi une certaine sensibilité à ça par rapport notamment au bouddhisme, où moi j'ai des amis bouddhistes par exemple qui ne mangent pas de viande. Ce ne sont pas des moines ni des nonnes, ce sont des laïcs, mais qui ont décidé de ne pas manger de viande. Et on a aussi la création, l'ouverture de plus en plus de restaurants végétariens en Chine, où l'on cuisine de la fausse viande, en fait, où on fait de la viande à partir de protéines de soja, à partir de protéines de blé, de champignons, et c'est délicieux, ça ressemble en fait à de la viande, même à s'y méprendre, on a l'impression que même les sauces, le goût, l'apparence, tout ça, ça ressemble à la viande, mais ce n'est pas de la viande. Et donc on a ce type de restaurant qui s'ouvre de plus en plus. Alors à l'origine, ce type de restaurant, on les trouvait aux abords des temples,
Et aujourd'hui, on en a un peu partout en Chine, dans les grandes villes et même dans les villes de taille moyenne. Et on a aussi, je dirais, une certaine discrétion, un certain respect aussi pour les personnes qui ne mangent pas de viande. Moi, on ne m'a jamais, personnellement, je ne mange pas et on ne m'a jamais posé la question pourquoi. Et à chaque fois, c'était toujours très simple lorsqu'on allait manger chez des gens. De cuisiner sans viande. Ce n'était pas un problème, ce n'est pas un casse-tête en fait de faire un plat sans viande et c'est au contraire, ça se faisait de manière très conviviale. Voilà. Donc c'est pas un obstacle en quelque sorte, même si beaucoup de Chinois aujourd'hui vont manger de la viande parce que eh bien, c'est aussi un signe de réussite sociale, parce que c'est quelque chose aujourd'hui auquel on a accès et que on n'avait pas forcément accès auparavant au travers des différents troubles qu'a connus la Chine dans son histoire moderne et contemporaine. Mais au-delà de ça, ne pas manger de viande, c'est aussi très simple en Chine. Est-ce que le serpent est, comme dans l'Égypte ancienne, un animal sacré? Alors, comme dans l'Égypte ancienne, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre, mais en tout cas, selon certains textes, oui, effectivement, comme dans les textes de ce fameux activiste Meng Shaolan, là, il est considéré comme étant effectivement un animal sacré, au même titre que la tortue, par exemple. Et certains animaux sont aussi, je dirais, exploités pour des raisons médicales. Dans la médecine chinoise, on utilise effectivement certains animaux pour pouvoir confectionner des remèdes. Ça fait partie de la pharmacopée chinoise en quelque sorte, dont le serpent d'ailleurs. Alors, une dernière question avant la route? Non, c'est bon. Ça va? Bon, eh bien, merci encore Laurent. Voilà, alors paraît-il que la Chine est aussi un grand producteur de vin. C'est même parmi les 5 premiers, j'ai lu ça. Ah bon? Ah oui, ça monte en puissance. Hein. Donc, nos vignobles de Gironde ont intérêt de faire attention. Bon, ben nous, on prend les devants. Donc voilà, pour vous remercier. Ah ben c'est très gentil, merci beaucoup. Voilà. C'est du vin chinois du coup ou... Ah non,